Chers amis de Podium Jeunesse, bonsoir. La jeunesse a-t-elle un rôle à jouer pour instaurer la paix dans notre pays? C'est la question que nous posons aujourd'hui dans votre émission Podium Jeunesse. Alors que notre nation est traversée par des tensions et des incertitudes, il devient essentiel de réfléchir aux responsabilités des jeunes dans la construction d'une société apaisée. Engagement civique, respect des valeurs, lutte contre la haine, autant de devoirs qui méritent qu'on en parle. Pour aborder ce sujet capital, nous avons le privilège de recevoir deux invités de choix à ma gauche. Nous accueillons M. El Sadat Ibrahim. Vous êtes le président de l'association JLA, Entendez Jeunes Leaders en Action, une association dédiée à l'éveil du civisme, de la citoyenneté et du leadership chez les jeunes. À ma droite, nous retrouvons M. Sefia Menoussi, un visage bien connu de Podium Jeunesse. Vous êtes un expert reconnu en matière de jeunesse et de stratégie. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien. Et vous? Je vais bien, merci. Super. Avec vous, nous allons analyser le rôle déterminant que jouent les jeunes dans l'établissement d'une paix durable dans notre pays. Restez donc avec nous pour une discussion porteuse d'espoir. Pour lancer notre discussion, une question essentielle s'impose. El Sadat, en tant que jeune, que représente pour vous une société apaisée? Vous savez, déjà dans la notion de apaiser, déjà nous avons la paix. Et quand on parle de paix, ça a beaucoup de signification. Et pour moi, une société apaisée, c'est une société dans laquelle tout citoyen, peu importe son origine, son âge, son statut, voilà, a les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et surtout le sentiment d'être en sécurité, d'être écouté et épanoui, et surtout libre de s'exprimer, mais tout en restant dans la limite de la loi qu'impose son pays. Hormis cela, la notion de la paix impose le fait que nous devons privilégier justement tout ce qui est en relation avec le dialogue face donc à la violence. Merci beaucoup, Sefia Menou. D'accord, par rapport à cette question, moi, je pourrais dire qu'il s'agit essentiellement de valoriser le vivre ensemble, de valoriser la cohésion sociale, parce que ce sont des éléments cardinaux qui permettent aux gens, peu importe votre origine, votre âge, votre sexe, votre culture, de pouvoir cohabiter, parce qu'il s'agit de cohabiter ensemble. Nous venons d'horizons diverses, mais nous cohabitons peut-être même dans une même maison, plusieurs ethnies, plusieurs religions, etc. Mais nous sommes dans la même maison, nous habitons le même espace, et donc c'est important de pouvoir se côtoyer paisiblement. Donc la paix devient un élément cardinal qui nous permet de nous accepter malgré nos différences. Merci beaucoup. El Sadat, vous êtes jeune et puisque vous êtes déjà actif sur le terrain, j'aimerais savoir quel est le devoir qui vous semble le plus important pour qu'une société soit apaisée? À mon avis, le devoir le plus important, c'est de s'engager pleinement dans la cohésion sociale. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, vous allez remarquer que nous n'avons plus donc les médias conventionnels ou médias traditionnels. Nous avons dorénavant donc les réseaux sociaux qui impactent dangereusement, voire de façon néfaste, la vie donc, de nos concitoyens. Du coup, l'engagement social et l'engagement pour la cohésion sociale permet à ce que chaque citoyen puisse, dans un premier temps, s'armer donc de patriotisme pour pouvoir disséquer et déceler ce qui est mauvais et ce qui est positif. Et c'est ainsi que naturellement on s'avance vers un état de droit et paisible pour tous. Sefia Menou, en tant qu'expert, je venais dire en tant qu'accompagnateur des jeunes, quelle analyse faites-vous de cette question? Pourquoi est-il important de parler des devoirs des jeunes aujourd'hui? Est-ce une notion qui a été oubliée? Oui, c'est important de parler des devoirs de nous les jeunes parce que, a priori, on se comporte comme si on n'avait que des droits, alors qu'on a aussi des devoirs. Et donc, c'est comme vous vous levez, vous ne prenez pas soin de votre chambre, etc. Elle est sale et vous tombez malade. A priori, vous criez qu'on ne vous amène pas à l'hôpital, mais en réalité, vous aurez pu éviter qu'on vous amène à l'hôpital si vous-même si vous avez pratiqué l'hygiène. Donc, quelque part, le devoir et le droit, enfin, les droits et les devoirs sont comme les deux faces d'une monnaie, en fait, d'une pièce de monnaie. Donc, c'est pas séparable. On ne sépare pas. On fait les deux de façon simultanée. Donc, c'est important que l'on puisse revenir encore peut-être à la case départ pour réexpliquer un peu que la fondation du droit repose sur les devoirs. Ok, merci.
Elsadat, pour illustrer concrètement votre engagement, pourriez-vous nous raconter une situation où votre engagement a fait une réelle différence pour apaiser un conflit ou améliorer la vie de votre communauté et les leçons que vous en avez tirées? Je parlerai donc plutôt de deux situations. D'abord une situation physique, là où nous avons donc assisté donc à un débat de jeunes dans un quartier. Et à l'issue de ce débat-là, il s'ensuit donc voilà, des prises de position extrémistes. Eh bien, heureusement que j'étais donc là ce jour-là, et donc il fallait donc jouer donc la médiation. Et par cette médiation-là, nous avons donc pu donc ramener les deux bords à comprendre qu'il faut instaurer un dialogue franc, sincère, pour pouvoir justement comprendre les deux bords. Et l'autre élément, c'est sur les réseaux sociaux, parce que je scrute beaucoup les réseaux sociaux, et j'ai compris que nous avons donc rencontré un phénomène très dangereux sur ces réseaux-là, où beaucoup de personnes appellent donc à la violence. Alors, quand on fait face à cette situation, on ne peut pas rester les bras croisés. En tant que leader d'opinion et puis président d'une association d'organisation de la société civile, il faut donc impacter. Du coup, nous avons donc créé des panels où nous donnons la parole aux voix extrémistes, tant du côté du pouvoir, tant du côté de l'opposition, mais qui épousent donc des idéaux révolutionnaires. Et nous remarquons que à partir du moment où il y a ces genres de panels, c'est difficile dans un premier temps de pouvoir assurer la médiation. Mais quand on fait cet effort-là, on arrive, nous, parce que nous prenons donc la paix, le dialogue, nous arrivons donc à ramener chaque fois les deux bords, à comprendre que ce n'est pas en prenant les discours de haine et tout qui amènent à changer la donne. Il faut d'abord s'asseoir, discuter et toujours ramener donc le dialogue franc. Et pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est quand même une réussite parce que nous avons eu à désamorcer, dans un premier temps, un certain mouvement qui a eu donc ces courants révolutionnaires. Voilà. Merci. Sefia Benou, c'est une question essentielle à laquelle nous devons réfléchir. Selon vous, comment la notion de devoir citoyen, notamment chez les jeunes, peut-elle prévenir les incivilités ou même des tensions plus graves dans la société? La notion du devoir citoyen doit être réexpliquée, bien expliquée et doit être ancrée dans les gènes de toute la nation, en fait, des populations. Parce que sans ça, vous pouvez passer tout à l'heure, quand je dis de l'autre bord, c'est quitter la vie civile pour aller vers l'incivilité. Donc, vous pouvez, en fait, c'est juste un petit courroie qui peut vous faire basculer du bon côté pour aller vers le mauvais côté. Donc, en fait, c'est important parce que il faudrait que les gens puissent comprendre que dans une cité ou dans une société, nous avons des devoirs et nous avons également des droits. Et donc, quelque part, la notion de la citoyenneté ou de la civilité est importante parce que cela permet de savoir quand est-ce qu'il faut réagir, quand il ne faut pas réagir, et lorsque vous devez réagir, de quelle manière vous devez réagir pour que cela ne vous crée pas des soucis après. Donc, je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a été attrapé dans la rue pour avoir volé. La personne a été attrapée parce qu'elle a fait quelque chose de mauvais, d'accord. Mais si vous attentez à la vie de la personne, on vous enferme. Peu importe, cela veut dire que la personne, malgré ses erreurs, a aussi des droits et que vous aussi, malgré tout, vous avez aussi des devoirs vis-à-vis de la personne. Vous devez donner la personne à la loi, à la justice et non vous rendre justice vous-même. Donc, quelque part, ce sont toutes ces petites notions-là que nous ignorons, qu'on ne rappelle pas assez. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un bon programme, etc., d'éducation civique et citoyenne, etc., mais je pense que ça doit être ancré. Je l'ai déjà dit sur ces médias, en prétendant qu'il faudrait que la matière la plus importante qui doit permettre aux apprenants, aux jeunes, de pouvoir être fermes dans ce qu'ils font, être engagés, les pieds solides, c'est la citoyenneté responsable. C'est qu'ils comprennent que si ça tombe, en fait, c'est dans mes mains, en fait. La nation se retrouve dans mes mains. Et qu'est-ce que je fais avec? C'est comme un œuf que vous avez dans vos mains. Qu'est-ce que vous faites avec ce œuf-là? Est-ce que vous faites des omelettes qui sont agréables ou bien vous les cassez en l'air? Et donc, si vous les cassez, c'est que vous perdez. Donc, l'objectif est commun, comme on a l'habitude de le dire, même si nous regardons chacun dans une direction pas orthodoxe ou pas commune. L'objectif, c'est que nous voulons quitter le point A pour aller au point B. Et donc, quelqu'un peut dire qu'il veut passer par un raccourci, d'autres peuvent passer par le chemin normal, mais l'essentiel, c'est que nous puissions marcher ensemble pour pouvoir y aller. Et c'est ce qui est important, parce que si nous n'avons pas les mêmes objectifs, ou soit nous ne comprenons pas les raisons pour lesquelles nous sommes ensemble, donc quelque part, nous allons digresser, nous allons perdre du temps,
et nous allons nous violenter inutilement, sans le savoir. Et à la fin, c'est comme on le dit, 10 personnes creusent un trou et 10 personnes y remettent du sable. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas une fosse qui est construite, mais il y aura beaucoup de poussière. Et la poussière, elle ne fait pas du bien à nos yeux. Et donc, quand je dis elle ne fait pas du bien à nos yeux, c'est qu'elle ne nous fait pas du bien. La connaissance de nos droits et de nos devoirs est cardinale, et de savoir exactement quand est-ce qu'il faut réagir, quand est-ce qu'il faut rester calme, quand est-ce qu'il faut dire ci, quand est-ce qu'il faut dire ça. Et même en voulant défendre nos droits ou en exerçant nos devoirs, nous devons faire en sorte de ne pas brimer les autres. Parce que si nous brimons les autres, nous sommes en violation des droits de l'autre, etc. Donc, si je comprends bien, vous dites qu'il est important de revenir sur les notions de citoyenneté, de civisme, et qui parle de pédagogie, parle d'éducation, et qui parle d'éducation, parle de répétition. Oui, il faudra assez répéter cela, souvent. Rendre cela assez pratique. Moi, j'ai vu le nouveau manuel d'éducation civique et morale du Togo actuellement. C'est vrai que c'est bien. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de termes. Mais j'avoue que si on retourne avec ce document au collège, c'est compliqué pour les enfants de comprendre ce dont on parle. Pourquoi quelque part, cela? Parce qu'il y a des expressions qui ne sont pas détaillées, expliquées par rapport au niveau des apprenants. Donc, des fois, en matière de pédagogie, il faut revenir vers la personne ou l'apprenant et rentrer dans son contexte. Ne pas rester dans votre contexte, parce que vous pourrez dire de belles choses, mais la personne ne comprendrait absolument rien. Mais par courtoisie ou par respect, la personne vous dira « Ah, j'ai tout compris », mais en fait, elle n'a rien compris du tout. D'accord, merci beaucoup. El Sadar, vous voulez revenir sur cette question? À partir du moment où l'éducation est mise sur le tapis, vous comprenez naturellement que la personne prend connaissance d'un certain nombre de valeurs, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc, qui n'est pas éduqué, ou bien une société qui n'est pas éduquée, c'est une société donc, qui va tout droit vers le mur. Alors, cette question donc, de citoyenneté doit être prise au sérieux. Pourquoi? Parce que, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire ceci, la jeunesse, il faut toujours segmenter cela en 3 niveaux, et chaque 3 niveaux donc, a ses responsabilités. Alors, le premier niveau, moi généralement je les classe de 12 ans à 18 ans, et c'est une classe pépinière qui ne maîtrise pas forcément un certain nombre de choses, et cette classe-là maîtrise d'être accompagnée, d'avoir un soutien en termes de mentorat pour qu'on puisse leur inculquer les valeurs citoyennes, les valeurs patriotiques qui va justement les amener à faire la part des choses dans ce monde de loup où justement beaucoup agissent sur la base donc, de leur intérêt, surtout en ce qui concerne donc, les hommes politiques. Maintenant, quand on passe maintenant de la classe de 19 ans à 25 ans, c'est cette catégorie-là qui commence par se chercher, tant sur le plan professionnel ou sur d'autres plans. Et également, donc, cette catégorie a une autre façon de voir le monde, bien évidemment. Et généralement, si on arrive donc à maîtriser et à donner donc les outils nécessaires à cette catégorie-là, déjà ceux qui sont donc en bas de cette catégorie commenceront par avoir aux catégories suivantes un certain nombre donc de leaders à suivre, des exemples convenables à suivre. Du coup, il faut aussi donc permettre à cette catégorie de 19 ans à 25 ans les moyens nécessaires pour faire éclore leur talent, pour éclore leur capacité, justement, et ça peut donner espoir. Maintenant, quand on va de la catégorie donc, de 26 ans jusqu'à 35 ou à 40 ans, c'est cette catégorie qui, normalement, a atteint une certaine réussite, qui doit normalement être maintenant le modèle de réussite d'une société. De référence. Donc, du coup, aujourd'hui, nous devons, aujourd'hui, travailler à faire en sorte qu'on puisse, bon, pour la majorité qui vont se trouver dans ce cercle-là, avoir des cercles de réflexion qui vont justement travailler sur la problématique même de la jeunesse, à faire en sorte qu'aujourd'hui qu'on puisse déterminer par quelles voies et moyens nous pouvons donc produire des fruits très intéressants pour la société, justement. Et là même, justement, il faudrait que l'État aussi puisse s'investir en cela, s'investir pour pouvoir dégager des modèles en cela. Parce que pourquoi je dis cela? À partir du moment où on arrive à avoir des modèles, c'est beaucoup plus facile de pouvoir, en plus de l'éducation, de rassurer justement cette jeunesse qui commence par venir pour dire, tiens, vous avez vu tel modèle, a eu tel parcours et ça a donné ceci. Et autrement dit, vous allez remarquer que nos jeunes vont commencer par se désintéresser de certaines blogueurs en griffe qui, malheureusement par moment, influencent négativement cette jeunesse-là et vont plutôt maintenant s'intéresser à ceux qui ont réussi dans la vie. Pour mieux comprendre la vision de la jeunesse sur ces sujets, nous avons tendu le micro à quelques jeunes Togolais. Écoutons leurs réponses.
Parmi les devoirs, quel est selon vous celui que les jeunes doivent absolument respecter pour que notre société reste calme et apaisée? Selon moi, le devoir que les jeunes doivent respecter pour que notre société soit calme et apaisée, c'est le respect de l'autre. J'entends par respect de l'autre, le respect de ses choix, de ses croyances et de son opinion. Je pense que tous les devoirs ont été conçus pour, de façon générale, contribuer au calme et à l'apaisement dans une société. Donc tous les devoirs doivent être respectés a priori. Mais celui qui est le plus important, selon moi, ou ceux qui sont les plus importants, sont les devoirs envers nos concitoyens frères au sein de la communauté. Si j'ai aujourd'hui des opportunités qui me mettent un tout petit peu à un certain niveau dans cette jeunesse-là, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ceux qui n'ont pas les mêmes accès que moi. Aujourd'hui, cette jeunesse-là, c'est une jeunesse qui est diversifiée en termes de tranche d'âge, en termes d'accès à l'éducation, ce ne sont pas les mêmes choses. En termes de perspective et de vision, chacun, selon la façon dont il a évolué dans son environnement, a une façon différente de voir les choses. Et donc le sens du devoir est fortement influencé par tous ces clivages sociaux-là ou par le déséquilibre social qu'il peut y avoir dans nos communautés africaines. Donc pour moi, le devoir se situe à tous les niveaux. C'est-à-dire que du moment où je commence à avoir des avantages ou que j'ai des accès auxquels il y a d'autres personnes dans ma communauté qui n'ont pas ces mêmes accès que moi, il faut que je fasse un travail maintenant pour atteindre ces personnes-là et les écouter et comprendre leurs préoccupations. Parce que je ne suis pas là seulement pour profiter de ma communauté ou de mon pays, mais aussi donner quelque chose. Et il n'y a pas de pays qui existe en dehors de sa population. Donc le devoir pour moi, le plus fondamental, c'est que nous soyons à l'écoute des populations autour de nous, chacun à son niveau. À votre échelle, que faites-vous concrètement pour éviter les disputes et calmer les tensions autour de vous? À mon niveau, j'essaie d'éviter d'entrer en conflit avec mes camarades jeunes. Si par exemple, j'ai un camarade qui a un point de vue qui est différent du mien, je ne m'énerve pas et commence pas à crier, non. J'essaie plutôt de me calmer. Si peut-être après je peux revenir dialoguer avec lui, on va discuter. Peut-être que c'est moi aussi qui n'ai pas bien compris son point de vue et essayer de nous entendre. Si vous êtes de croyance chrétienne, il est dit dans la Bible qu'une réponse douce calme la fureur ou calme la colère d'une personne. Donc je pense que lorsque il y a des personnes qui sont, ou des gens dans la jeunesse qui ont des tensions, qui ont des préoccupations, il est important de ne pas tenir des discours incendiaires ou des discours qui vont enfoncer le clou dans ce qui constitue déjà une blessure ou une douleur pour ces personnes-là. C'est de les écouter et de savoir quelle est la préoccupation. Quelle est la préoccupation? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine a des aspirations qui sont quand même légitimes, les unes plus légitimes que les autres. Aujourd'hui, la mondialisation fait qu'il y a une forte comparaison qui se fait par rapport à l'Occident et donc qui fait que toute la jeunesse aspire à quelque chose de profond. Donc, à mon niveau personnel, c'est de vraiment écouter lorsque il y a des tensions. Je ne pense pas qu'il y ait des jeunes qui de soi-même ont envie de créer des tensions au sein de la société. Mais à mon niveau, ceux qui sont à ma portée, j'essaie de les toucher, non seulement pour leur demander de calmer des tensions, mais de comprendre quelles sont leurs aspirations profondes et les raisons qui amènent ces tensions-là pour pouvoir apporter des solutions définitives en s'approchant à la fois des institutions et en les orientant vers les bonnes informations pour qu'ils puissent aussi réaliser tout ce qui constitue les aspirations les plus profondes de leur cœur. Selon vous, les jeunes Togolais ont-ils vraiment conscience de leurs devoirs et de leur rôle pour maintenir la paix dans notre société? Selon moi, les jeunes Togolais ont conscience de leur devoir pour maintenir la paix au Togo. Je suis une jeune et j'ai conscience de mes devoirs. Donc je peux affirmer que mes autres camarades jeunes ont conscience, même si certains peinent à avoir conscience. Quand je vois le nombre de jeunes qui militent dans les associations, dans les communautés pour le développement, je me dis que oui, les jeunes ont conscience, même s'il y a encore un travail à faire. Le sens du devoir est fortement influencé par les clivages sociaux. Donc les perspectives, la compréhension du devoir varie selon la position qu'occupe tout un chacun. Si nous voulons qu'il y ait une perception harmonisée du devoir, il faut que
le déséquilibre social soit corrigé. Donc les jeunes ont conscience de leurs responsabilités. Il y a un travail de communication efficace et de sensibilisation aussi à faire à l'endroit de la jeunesse. Mais cette communication-là, si elle ne se fait pas en tenant compte des réalités et des aspirations profondes, on aura toujours des perspectives différentes et une jeunesse qui est fragilisée et divisée. Ces témoignages de la jeunesse togolaise nous donnent des pistes de réflexion importantes pour la suite de notre discussion. El Sadat, étant donné l'importance de votre mission au sein de votre association Jeunes Leaders en Action, pourriez-vous nous parler des actions concrètes que vous mettez en place pour aider les jeunes à prendre conscience de leurs responsabilités et à les appliquer? Tout d'abord, il faut comprendre que Jeunes Leaders en Action est né justement pour pouvoir servir d'intermédiaire, de moyen par lequel la jeunesse peut s'exprimer. Et ayant donc compris cela, concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons sur tout ce qui a rapport avec l'engagement citoyen, tout ce qui a rapport avec le développement et le leadership. Et sur le terrain, nous avons compris qu'il était très important de pouvoir former nos jeunes justement. En ce sens-là, nous organisons donc des formations sur le civisme et sur le patriotisme. Pour nous, ce sont des éléments fondamentaux sur lesquels il faut s'appuyer pour justement non seulement aider l'État et garantir une société vivable pour tout et chacun de nous. Et de l'autre côté, nous organisons surtout également des tables rondes de discussion pour justement montrer à nos jeunes frères que, vous savez, on peut avoir donc des points de vue carrément opposés, mais cela n'empêche pas en fait des discussions. Mais ces discussions permettent justement de pouvoir explorer diverses idées et améliorer et s'enrichir naturellement. Donc aujourd'hui, nous travaillons donc sur ces deux aspects. En attendant, et justement ça participe à la situation sociopolitique du pays que nous vivons aujourd'hui. C'est fermé, nous pour un accompagnement efficace des jeunes, il est important de définir le rôle que les adultes, les institutions ou les associations doivent jouer pour les aider à prendre conscience et à mettre en œuvre leurs devoirs. Oui, absolument, parce que là, quelque part, si nous assistons à des situations peu reluisantes, la responsabilité doit être partagée, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des OSC, que ce soit au niveau, je ne sais pas, des groupes, des associations, etc. Plus loin, même au niveau des congrégations également. Tout le monde a un rôle à jouer, un rôle important, même si c'est, en fait, si nous répartissons 100% par exemple, même si c'est 1%, votre rôle est important parce que sans les 101%, on n'atteindra pas 100%. Exactement. Donc, a priori, tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde doit connaître son rôle de telle manière à pouvoir bien le jouer. C'est comme une équipe. Et donc, le gardien de but, il sait où il est. Le défenseur sait où il est, l'attaquant sait où il est. Mais en fait, personne ne pourra atteindre le résultat s'ils ne collaborent pas ou s'ils ne travaillent pas ensemble. Donc, techniquement, tout le monde doit jouer sa part. Donc, que ce soit les parents, parce qu'au-delà, les questions de citoyenneté essentielles doivent être inculquées par les parents. Ce n'est pas à l'école, parce que l'enfant passe plus de temps, même l'enfant, le jeune, l'ado, on passe plus de temps peut-être à la maison avec la famille qu'à l'école. À l'école, c'est peut-être quelques heures. La base de cette éducation, c'est la maison. La maison. Essentiellement, la maison. Ce n'est pas une histoire voilà, le code civil dit, le code pénal, ce n'est pas de ça qu'on parle. Si tu apprends à ton enfant, tu n'insultes pas ton prochain. Même si la personne t'a offensé, tu lui dis. Donc, ce sont des bases qu'on enseigne à la maison. Ce n'est pas à l'école. Maintenant, l'école vient parce qu'on a le cours d'éducation civique et morale. Mais je pense que, comme je le dis, il faudrait qu'on trouve le mécanisme pour rendre cela plus pratique et que les gens y adhèrent sans se sentir forcés. Parce que, comme on le dit, vaut mieux convaincre que vaincre. Et comme ce qui est convaincu est déjà vaincu, mais ce qui est vaincu n'est pas forcément convaincu parce que peut-être c'est une arme qu'on a mise sur ta tête et tu es obligé de dire oui sans être forcé. Alors que si tu acceptes, et en fait, si tu es convaincu de cela, tu vas librement le faire. Donc, et les parents, et comment on dit ça, les autorités, que ce soit à n'importe quel niveau, tout le monde doit pouvoir donner l'exemple. Parce qu'en fait, ce que vous voulez que les gens fassent vis-à-vis de vous, vous devez pouvoir montrer cet exemple. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas aussi du dilatoire. Vous devez être un bon exemple. Vous voyez un peu plus loin quand vous lisez, en fait, pour ceux qui ont fait les cours de droit, ils ont vu quelque part qu'on parle
le responsable de l'État est un bon père de famille. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met dans bon père de famille? Un bon père de famille a l'obligation d'éduquer ses enfants, filles comme garçons, à devenir de bons pères ou de bonnes mères de famille. Donc, dans le futur. Dans le futur. Donc ça veut dire que la responsabilité au niveau du cercle familial est assez importante. Même au niveau étatique, on considère l'État comme une grande famille où chacun joue son royal, l'oncle, la tante, etc. Mais c'est que tout le monde doit savoir le carcan dans lequel ou le couloir dans lequel il court. Il évolue. Savoir si j'évolue de telle manière, comment je peux tirer l'autre pour qu'il aille vers ici, pour qu'il aille encore plus loin. Comme l'a dit mon frère Sada tout à l'heure, c'est d'avoir des repères en fait. Et donc aujourd'hui, la société civile aussi doit jouer son rôle. Le rôle de la société civile, c'est d'accompagner essentiellement l'État à aller vers ce qui est bien, à aller vers ce qui est mieux en fait. Donc, puisque dans l'histoire des nations, peu importe la nation, nous avons compris qu'à un moment donné, l'État ne pouvait plus tout faire en fait. C'est pourquoi la société civile est née. La société civile ne vient pas balayer ce que l'État fait, elle vient compléter ce que l'État fait. Mais au-delà de compléter, elle joue le rôle de, entre guillemets, rappel en fait. Pas rappel forcément à l'ordre, mais rappeler de façon pratique. Rappel-mémoire. Rappel-mémoire. Ah, il y a ça qu'on ne fait pas. Est-ce qu'on peut recadrer de telle manière? Donc, on est dans la co-construction et non dans le fait de venir balayer. Tout dit, voilà, ce que nous pensons, c'est la meilleure des choses, etc. Merci. Je voulais donc ajouter 2 mots. Et aujourd'hui, je pense que pour faire simple, les adultes doivent dépasser le cadre de donneurs de leçons pour tendre vers des modèles. Parce que les enfants, généralement, suivent et copient ce qu'ils voient. Et de l'autre côté, au niveau des institutions et de l'État, il faudrait que l'État puisse mettre en place des cadres de discussion, de dialogue, que vont maintenant utiliser les associations, puisque les associations à la base travaillent sur le terrain et vont vers, vont vers la prise d'informations réelles et travailler. En cela, ça permettra de faire quoi? Une fois que, en tant que, bon, je parle justement parce que je fais partie donc d'une organisation de la société civile, on a des informations, on écoute les jeunes, on prend en compte leurs préoccupations, mais il faudrait qu'on ait un retour en arrière vers une structure qui puisse véritablement nous écouter, transmettre ces doléances-là et qu'on revienne également donc leur apporter un certain nombre de solutions. C'est là même qui renforce notre crédibilité auprès de cette jeunesse-là. Donc on doit travailler donc en synergie. C'est ce que je vais dire pour appuyer donc le dire dans de mon aîné. Donc l'établissement d'un cadre de concertation, de dialogue est très important. C'est fermez-nous pour une société juste, l'équilibre est la clé, vous convenez avec moi. Alors quelle est la différence entre un droit et un devoir et pourquoi est-il si important d'équilibrer les deux? Il faut équilibrer les deux. C'est comme pour les Asiatiques, on parle du yin et du yang. C'est-à-dire que c'est comme le jour et la nuit. Les deux sont en équilibre. Vous avez vu qu'on met 12 heures pour le jour et presque 12 heures pour la soirée et la nuit. Donc, c'est les deux qui font 24 heures en fait. Donc, quelque part, le droit et le devoir sont les deux faces d'une monnaie. Et comme j'ai l'habitude de le dire, maintenant, l'équilibre, c'est qu'on ne va pas seulement réclamer ses droits et oublier de faire ses devoirs. C'est comme votre père. Mais c'est à ce à quoi on assiste la plupart du temps. Malheureusement, parce que si vous avez droit à être nourri, en fait, vous avez droit peut-être à être nourri, ok? Vous avez aussi le devoir, lorsque peut-être votre maman vous dit « va me chercher de l'eau », d'aller lui chercher de l'eau. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas dire « non, 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 tu dois me nourrir d'abord ». Avant que moi je ne cherche de l'eau. L'un ne précède pas l'autre. C'est comme les deux marchent en fait. Donc on ne peut pas réfléchir droit en ne réfléchissant pas devoir. C'est malheureusement ce à quoi nous assistons actuellement. Ce à quoi nous assistons dans la société togolaise aujourd'hui. Nous réclamons beaucoup de droits. Mais nous oublions l'arrière-plan en se disant est-ce que j'accomplis véritablement mes devoirs pour prétendre ou me prévaloir de ci ou de ça. Et aujourd'hui, la magie que nous pouvons créer, c'est de pouvoir faire comprendre à tout le monde que les droits marchent de pair avec les devoirs et que les devoirs marchent de pair avec les droits. Aujourd'hui, des fois, il peut arriver qu'on réclame beaucoup de choses de la nation. Mais on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que moi je fais, moi, ce que je réclame là, qu'est-ce que je fais
pour que cela soit favorisé en fait. Donc, comme on dit, à l'ordre, clone à l'ordre. Donc, ça dit que quelque part, les anciens ont compris intuitivement qu'on a besoin toujours d'une autre personne pour pouvoir faire ci. Donc, de la même manière, les devoirs pour être forts ont besoin des droits forts. Et de la même manière, les droits pour être forts ont besoin que les devoirs soient bien faits. De telle manière que lorsque les deux se lèvent, que personne ne revient en disant tu réclames ci, ça, mais tu ne fais pas ci, ça. Donc, quelque part, de façon pratique, nous avons le devoir, par exemple, de réclamer nos droits. Ça, c'est un droit fondamental absolu. Mais nous avons aussi le droit d'accomplir nos devoirs. Et donc, quelque part, ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est pour rappeler à la conscience individuelle et collective de chacun que avant de pouvoir se prévaloir de quelque chose, il faut t'assurer que tu as tout réglé. Droit et devoir, on va comprendre ça de façon basique, que ce sont des éléments qui nous identifient en fait. Donc ce sont des principes ou des valeurs qui nous aident à pouvoir vivre bien. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire non. Mais quand vous dites non, posez-vous la question de savoir jusqu'à quel degré vous pouvez dire non, jusqu'à quel degré vous pouvez baisser la garde. El Sadat, votre réaction par rapport à la question ? Équilibrer droit et devoir. Oui, vous savez, il faut toujours passer par la définition des deux termes pour que les gens puissent comprendre. Et là, moi, je dirais que le droit, c'est l'ensemble des garanties que la société permet donc à tout citoyen. Alors, justement, quand c'est des garanties, nous sommes plus à même de pouvoir tout le temps réclamer ces garanties-là. Parce que c'est ce qu'on nous doit. Mais nous oublions que les devoirs, pour résumer, c'est l'ensemble des obligations que nous devons envers la société et envers nous-mêmes, et c'est ce qui garantit d'ailleurs encore le droit des autres entités donc, de cette même société. Alors, parlant donc de ces deux éléments-là, ça ne peut que marcher que de pair, comme mon aîné l'a soulevé tout à l'heure, et en ce sens-là, encore une fois, il faudrait que nous allions encore vers l'éducation et l'éducation. Pourquoi je dis cela? Généralement, de vous à moi, combien de personnes aujourd'hui sont indiquées sur le code pénal du Togo? Vous allez être étonné par rapport à cette question parce que c'est un travail que nous avons fait au niveau de notre association. Nous nous sommes rendus compte que malheureusement, beaucoup n'ont pas d'informations là-dessus. Alors qu'on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi, mais s'il n'y a personne pour pouvoir donc faire comprendre également ces notions à nos concitoyens, qui le fera? Et dans ce sens, nous nous inscrivons toujours pour pouvoir donc faire de la pédagogie. Quand bien même que c'est mal compris par certaines personnes qui sont à des clivages extrémistes, qui pensent qu'on a pris position, mais non. Aujourd'hui, il est très important de pouvoir éduquer parce que c'est grâce à l'éducation qu'on arrive à faire la distinction entre le bien et le mal et savoir à quel moment j'ai fauté et à quel moment je suis en droit de réclamer. Merci, je reste avec vous. Vous le savez, il est essentiel de comprendre comment la jeunesse peut transformer les perceptions. Comment la jeunesse peut-elle être un véritable moteur de changement pour apaiser les tensions plutôt que d'être perçue parfois ou souvent comme une source de troubles? Ah oui, la jeunesse, vous savez, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est que la jeunesse doit reconnaître qu'elle est nantie de forte potentialité, et de la force donc, de la création et beaucoup donc de possibilités. Et l'autre élément qu'il faut comprendre, et ça va faire mal ce que je vais dire, à un moment donné, il ne faudrait pas que nous nous posions la question, qu'est-ce que la société doit nous faire? Parce que de cette question naît la frustration. Nous devons donc dépasser cette question et plutôt nous positionner comme qu'est-ce que nous devons donc apporter à la société? Et je vais encore donner un exemple personnel parce que c'est de là qu'est née notre association. Parce que nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que nous pouvons faire justement à partir donc des remarques, des observations que nous avons eu à faire? Et de là naissent alors nos initiatives. Et maintenant de nos initiatives justement, nous approchons, nous écoutons les jeunes. Cela permet maintenant de régler justement les problèmes de la société. Parce que si à chaque fois on doit se positionner comme qu'est-ce que la société doit nous faire, on inhibe notre capacité de réflexion, notre capacité de pouvoir transcender notre créativité. Alors que justement, dans les sociétés où il y a eu donc, si on se rappelle de nos histoires qu'on nous enseigne à l'école, pour ce qui concerne donc la civilisation européenne et tout cela, vous allez remarquer qu'ils ont pu créer un certain nombre de choses que nous aimons aujourd'hui utiliser par de la difficulté. Si on ne se met pas aujourd'hui donc dans cette posture de pouvoir transcender nos difficultés, laissez-moi vous dire que nous n'avons pas encore compris la raison d'être. Parce que pour devenir leader d'opinion, quelqu'un qui puisse donc apporter un changement, il faut changer donc de façon de penser et c'est là même qui amène justement donc le changement que nous espérons
en posant la question qu'est-ce que la société nous doit. Merci. Séphia Menou, votre avis sur cette question? Nous avons malheureusement été éduqués à attendre, en fait, à plus attendre que à donner. De la même manière, normalement, que nous attendons des choses ou des retombées positives, nous devons être enclins à pouvoir proposer également des attitudes ou des aptitudes positives. Donc, cela veut dire que si tu attends de la monnaie, il faudrait que tu puisses envoyer du travail, par exemple. C'est-à-dire que il faut que cela soit à sa juste valeur, quoi. Que cela soit équilibré, ça revient encore au jour et à la nuit. Ça veut dire que ce que tu fais par ici, ça te permet d'obtenir tel genre de résultats. Quelque part, nous aimons trop peindre en noir beaucoup de choses qu'il se passe. Je ne suis l'avocat de personne, mais je voudrais que nous puissions comprendre que ce n'est pas par le fait d'un hasard que nous sommes Togolais, quoi. On aurait pu être Burundais, on aurait pu être Malien. Mais si nous sommes Togolais, c'est parce que nous avons un rôle important à jouer pour la nation togolaise. Et donc, la vraie question est de savoir quel est le rôle que moi je joue. Tout le monde doit se poser la question de savoir, est-ce que moi je casse? Est-ce que moi je construis? Qu'est-ce que moi j'apporte dans l'édifice global de cette nation? Avant maintenant de voir ce que l'autre fait. Parce qu'avant de dire que l'autre ne fait pas, il faudrait aussi penser à savoir qu'est-ce que toi tu devrais faire. Est-ce que toi tu as tout fait? Tu as fait tout ce que tu devrais faire avant maintenant de t'assurer que l'autre n'a pas encore commencé. Donc quelque part, tout le monde doit se poser les mêmes questions. Que ce soit les dirigeants de la nation, que ce soit les simples citoyens, tout le monde doit se poser la question. Moi, en tant que dirigeant, qu'est-ce que je fais pour ma nation? Moi, en tant que citoyen, normalement, à un point T, tout le monde devra dire que, quel que soit votre niveau, quel que soit votre rang, quel que soit votre âge, vous dites qu'est-ce que je fais pour que ma nation aille de l'avant. Merci, Séphia Menou. Avant de conclure avec sa date, si vous aviez un message clé à transmettre à tous les jeunes qui nous suivent sur leur devoir pour une société apaisée, lequel serait-il? Vous savez, ce que je veux dire à notre chère jeunesse est très simple. Nous ne devons pas nous laisser en fait instrumentaliser. C'est très important. Pourquoi je dis cela? Notre jeunesse n'a pas vécu les affres donc, de 2005, encore moins des années 90. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cette problématique-là qui fait que beaucoup de personnes sont enclins rapidement à la violence au lieu donc d'épuiser tous les voies donc, pacifiques nécessaires. Du coup, c'est très important. Posez-vous la question pourquoi, aujourd'hui, quand il y a donc l'apologie de la haine, mais des discours haineux, pourquoi ceux qui donc mettent des plans en exécution ne sont pas aussi âgés, ne sont pas dans la trentaine et tout ça, mais ce n'est que des jeunes de 18 ans. Mais aujourd'hui, si on fait un petit calcul rapide, de 2005 à 2025, c'est pratiquement 20 ans. Les jeunes de 20 ans, vous voyez un peu le contraste et puis la difficulté. Donc, il faudrait qu'on ne soit pas instrumentalisé. Et j'invite nos jeunes à s'approcher donc des associations qui travaillent justement en ce sens-là pour pouvoir d'abord les outiller de la qualification nécessaire, de leur apporter donc un recours, un secours également. Et pourquoi je dis cela? Ces jeunes doivent comprendre qu'il y a quand même des structures qui sont disponibles pour les écouter. Malheureusement aussi, c'est par manque d'informations et ces jeunes pensent qu'ils n'ont plus donc de recours. Et j'inviterai également l'État à accompagner donc ces associations-là qui luttent à les assister d'une certaine façon à préserver donc la cohésion sociale. Et c'est ensemble que nous devons donc travailler donc à cette paix-là, mais que ce travail ne soit pas uniquement donc du revers de la jeunesse, mais également donc de nos institutions. Merci, Séphia Menou. Un ajout? Je voudrais inviter véritablement la nation, en fait, les détenteurs de droits obligations à pouvoir ouvrir l'espace civique. Parce que moi, j'estime qu'on ne devrait pas voir les associations, les ONG, etc. comme des adversaires. Aujourd'hui, pour pouvoir participer d'une manière ou d'une autre à la vie de la société, c'est de s'engager dans une association, dans un club, dans un groupe, etc. D'être vraiment actif parce que si vous êtes dans votre coin, personne ne vous verra. Il faut militer. Et je pense que c'est un appel. Par exemple, voilà, mon cher collègue parle de son association. Des jeunes qui se sont intéressés devraient pouvoir venir voir qu'est-ce qu'il se fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Et c'est de la même manière également que un appel est lancé à beaucoup d'autres jeunes également. Et s'ils ont la capacité de pouvoir créer des associations, qu'ils puissent les créer et que l'État
qui a la force régalienne puisse ouvrir le service civique. En fait, de telle manière à ce que les gens puissent apporter des bribes de solutions, parce qu'une petite solution plus une petite solution plus une petite solution, ça donne une grande solution. Donc ça ne restera pas petit. Et que la porte soit ouverte entre le dialogue entre les détenteurs de droits et maintenant la société civile, et que personne ne voit l'autre comme un chien en laisse, quoi. Que on se voit comme des partenaires qui vont apporter un plus pour que la famille de toute la nation togolaise puisse aller de l'avant. Puisse évoluer. Elle s'adapte. Pour terminer notre échange sur une note concrète, quel est le tout premier pas, le geste simple que chaque jeune peut faire dès maintenant pour contribuer à cette société apaisée dont nous rêvons tous? Le tout premier pas que nous devons faire, c'est déjà nous engager pleinement vers toute action pacifique, tout dénouement pacifique, et c'est le tout premier élément qu'il faut aborder. Et ensuite, l'autre élément, si vous me le permettez humblement, je souhaite également lancer un appel avec toute humilité à notre président du Conseil, dans ce sens-là, que peut-être, pourquoi pas, dans le prochain gouvernement, qui puisse véritablement avoir un canal qui puisse récupérer les problématiques, les problèmes de la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui également, qu'on a ces difficultés, puisque nous avons quand même plus ou moins 70% de notre jeunesse, de notre population aujourd'hui qui est vraiment jeune, et il faudrait trouver des moyens par lesquels pouvoir, rassembler cette information-là dans une bande de données et apporter des solutions de jeunes aux jeunes. Merci. Merci. Sefi Amenou. Moi, je voudrais inviter tout le monde. En fait, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Les vieux, toutes les tranches d'âge, à pouvoir décider de participer à la création de la nation que nous voulons, à la création de la société que nous voulons. Et que nous puissions arrêter de toujours jeter le tort sur l'autre ou le dévolu sur l'autre. Et que quelque part, nous puissions être sincères et honnêtes, faire des introspections personnelles avant de pouvoir nous projeter maintenant. Je pense que si tout le monde faisait la part des choses, tout le monde verrait quelque part que dans cette marche, dans cette dynamique, peut-être moi aussi, j'ai manqué de dire peut-être c'est ça qui a fait que l'autre... Nul n'est coupable, nul n'est victime. Et que tout le monde se responsabilise. C'est une responsabilité collective de nous tous, quelles que soient nos tranches d'âge, quelles que soient nos positions, quels que soient nos rôles, quels que soient nos titres, nos obédiences, de pouvoir nous asseoir et de penser à la vie de cette nation qui attend de nous de grandes choses. Merci. Nous arrivons donc au terme des interventions de nos invités, El Sadat et Sefi Amenou. Je vous remercie pour ces éclairages précieux. Je vous rappelle qu'El Sadat Ibrahim est le président de l'association JLA, Jeunes Leaders en Action, une association dédiée à l'éveil du civisme, de la citoyenneté et du leadership chez les jeunes. Et Sefi Amenou Ceci est expert jeunesse et stratégie. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Podium Jeunesse. On l'a bien compris aujourd'hui, construire une société apaisée, c'est l'affaire de tous et surtout celle de la jeunesse. Chaque geste compte, chaque parole de paix a son importance. N'oubliez jamais que vos devoirs de citoyens sont de vrais pouvoirs pour transformer notre quotidien. Soyez des acteurs du calme, des bâtisseurs de ponts, des promoteurs de la bonne entente. D'ici là, restons unis, agissons avec cœur et bâtissons ensemble une société apaisée. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de Podium Jeunesse.